Jean-François, je m'excuse, ton micro a fermé aussi. J'ai fait muet tous et ton micro a fermé aussi. Je m'excuse. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence intitulée « Aux origines de la langue française, une mémoire riche de plus d'un millénaire ». Je suis très content que vous ayez répondu à l'appel en grand nombre et je remercie beaucoup l'Université du troisième âge d'avoir accepté cette communication sur la langue française. Donc, afin de mieux comprendre l'enracinement culturel, politique et humaniste derrière la langue française à l'échelle planétaire, autant en littérature, en sciences, en philosophie qu'en diplomatie, voici une brève histoire de ses racines européennes et de son évolution. Alors, le plan de la conférence, d'abord, d'emblée, je voudrais préciser que je suis historien, philosophe, chroniqueur, conférencier, militant politique et artiste. Je suis musicien. Donc, je ne suis pas linguiste, ni orthophoniste, ni pédagogue, ni professeur de didactique, ce qui va quand même beaucoup orienter le contenu de la conférence que je vous présente aujourd'hui. Et c'est la première fois que je présente ce sujet. Alors, je suis très content d'être là. Donc, dans cette conférence, nous aborderons l'histoire de l'Europe, l'histoire des Francs, de la France, du français dans la diplomatie et de son arrivée en Amérique, au Québec et au Canada. Donc, c'est principalement une brève incursion dans les racines de l'Occident chrétien. S'il y a d'autres questions, prenez-les en note. J'ai aussi préparé du matériel sur la langue québécoise, un état de la situation criante sur le déclin de la langue française au Canada et un portrait actuel de la coopération internationale dans la francophonie. Issu du langage proto-indo-européen, le français figure parmi les principales langues romanes avec l'italien, l'espagnol, le roumain et le portugais. Le wallon, l'occitan et le catalan sont aussi des langues d'origine romane. En fait, le français est une langue attestée depuis plus de 1500 ans. C'est un mélange de germanique, le francique, l'alsacien, le lorrain, d'italique, le latin, et de celtique, comme le gaulois et le breton. Avant de débuter, je vais faire un rappel des débuts de l'écriture humaine pour nous remettre dans le contexte. C'est dans les restes des temples des cités d'Uruk et de Lagash, qui est l'actuel Irak, donc le pays de Sumer, qu'on retrouve les premières traces d'écriture. Elles sont datées de 3300 ans avant notre ère. Les Sumériens utilisaient des roseaux taillés en pointe, les calames, pour tracer les signes sur des tablettes d'argile. 3 millénaires avant notre ère, c'est-à-dire vers l'an -3000, le premier alphabet d'origine phénicienne a été découvert sur les côtes de la Syrie. Ensuite, les Grecs vont s'approprier le système et le perfectionner, puis les Romains en firent l'alphabet que nous connaissons aujourd'hui. Entre -159 et -120 avant notre ère, à la suite d'un appel à l'aide des Grecs sur place, la première colonisation romaine de la Gaule reçoit le nom de Provincia, c'est-à-dire un territoire pour les vaincus. Vers l'an 400 de notre ère, saint Jérôme de Stridon va traduire le texte hébreu de la Bible en latin à partir de l'Ancien Testament, ce qu'on nomme la Vulgate. À cette époque, l'Église s'est opposée à toute traduction en langue vulgaire par crainte d'hérésie. Donc, le latin va s'imposer rapidement comme langue officielle face aux Celtes des Gaulois et le latin va se maintenir dans ce rôle malgré l'invasion germanique des Francs. Qui sont les Francs? Donc, les Francs sont un des différents peuples germaniques. Quand on parle des invasions barbares, qui va notamment, c'est une des causes de la chute de l'Empire romain, bien, on parle justement des Francs, les Burgondes, les Vandales, les Suèves, les Alamans, et au nord, on a les Saxons qui vont aller envahir ce qui va devenir l'Angleterre. Ils vont attaquer le peuple qui s'appelle les Angles, et aujourd'hui, on parle justement des Anglo-Saxons. On parlait beaucoup des Francs aujourd'hui. En fait, le roi Clovis, c'est un descendant de Clodion le Chevelu, qui est le premier roi de la dynastie mérovingienne, issu du roi mythique Mérovée. Le 25 décembre 496, Clovis, qui est un Franc salien, dont le peuple occupait le territoire de l'actuelle Belgique, occupe le royaume gallo-romain depuis environ 10 ans
et il va se convertir au christianisme en se faisant baptiser à Reims. Les Francs sont l'un des seuls peuples germaniques à ne jamais être déracinés de leur territoire. Et pour la première fois dans l'histoire, un roi germanique choisit volontairement et librement la foi catholique avec plus de 3000 de ses guerriers. En résumé, le royaume des Francs, c'est le premier État chrétien après la chute de l'Empire romain d'Occident. D'ailleurs, cet empire qui va s'effondrer, ça ne se fera pas très rapidement. Ça va partir du schisme de l'an 395 jusqu'à la mort du dernier empereur en l'an 476. Donc, Clovis bat les Wisigoths en 507. C'est l'année où apparaît pour la première fois la fleur de lys sur son drapeau et qui plus tard va symboliser à jamais la royauté française. Eh bien, cette année-là, Clovis réunit le royaume des Burgondes à celui des Francs. Puis en 534, il va recevoir le titre de consul romain qui va lui être remis par un ambassadeur venu de Byzance. Byzance, c'est l'Empire romain d'Orient à l'Est, parce que l'Empire romain s'était disloqué en deux parties. Donc, cette assimilation explique que la langue du peuple dominé va être celle qui va être adoptée par l'envahisseur germanique, si bien que ce peuple va abandonner, après plusieurs siècles de bilinguisme, jusque l'an 900, sa propre langue, le francique. Ici, je vous ai mis une carte du partage du royaume des Francs à la mort de Clovis. Donc, outre la Bourgogne et la Bretagne, on voit quand même là, ce qui pourrait ressembler à la carte actuelle de la France, incluant la Belgique et une partie de l'Allemagne actuelle. Donc, les fils de Clovis, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Tout ça nous mène au début de la France. Au 7e siècle, apparaît le nom Francia pour désigner le pays d'où sont originaires les Francs. On peut y délimiter le langage d'Oil, donc une sorte d'ancien français, dans la zone de colonisation franque, donc le nord de la France. Et au sud, le langage d'Oc, qui vient du mot occitan, bien implanté au sud, car l'occupation wisigothe n'avait pas été suffisante pour germaniser le pays. C'est donc l'invasion franque qui va donner aux Gallo-Romains cette forme particulière de prononciation qui a fini par aboutir au français. Ce bilinguisme a entraîné une forte évolution phonétique qui a fait du français une langue beaucoup plus éloignée de la prononciation latine que ne le sont l'occitan, l'italien ou l'espagnol. Donc, en résumé, au nord, la langue d'Oil, c'est le royaume des Francs. Au sud, la langue d'Oc, c'est le royaume des Wisigoths. Et la région bleue, à l'est et au centre, c'est le franco-provençal, c'est-à-dire le royaume des Burgondes. En 1813, le concile de Tours est l'un des 5 conciles régionaux réunis par Charlemagne. Charlemagne, le plus grand roi du Moyen Âge, monté sur le trône en l'an 768. Charlemagne donne d'ailleurs son nom à la 3e dynastie royale après les Mérovingiens et les Francs. Ce sont les Carolingiens, qui est dérivé de Carolus Magnus, qui désigne donc Charles Martel, et son petit-fils Charlemagne, Carolus Magnus en latin, qui veut dire Charles Ier, dit le Grand. Les évêques réunis en concile à Tours vont prendre la décision de demander aux prêtres non de célébrer les offices dans la langue maternelle du peuple, mais de faire les prêches et d'expliquer la parole de Dieu en langue tudesque. C'est le langage de Charlemagne. Donc, on l'appelle aussi la lingua romana rustica, qui va devenir un jour le français. Donc, le concile entérine le fait que le peuple ait perdu sa compétence du latin et qu'il fallait désormais s'adresser à lui dans sa langue. À la suite du concile, les clercs commencent à essayer de mettre par écrit leur langue maternelle, un langage qui sera utilisé 30 ans plus tard pour la première fois dans un acte officiel. En quelque sorte, c'est la première reconnaissance officielle de la langue romane comme langue du peuple, une sorte de date de naissance du français. Ici, on a une carte de la France au temps de Charlemagne. Donc, vous voyez en bleu, c'est la zone
le royaume franc à la mort de Pépin le Bref, le grand-père de Charlemagne, et en orange, donc, les conquêtes qu'il va faire jusqu'en 814. Le premier texte connu entièrement écrit en proto-français, c'est la partie française des Serments de Strasbourg, en 842. Ça va jeter les bases d'une partition de l'Empire de Charlemagne. Ce premier document a une double importance, car ces serments sont aussi fondateurs de la nation française. L'année suivante, le royaume de France naît par le traité de Verdun, en 843, lorsque les trois fils de Charlemagne se divisent le territoire. Il va y avoir une alliance entre Charles le Chauve et Louis, unis contre leur frère Lothaire. Sur cette carte, on voit un peu mieux justement la partition du territoire lors du traité de Verdun entre les trois fils de Charlemagne. Et sur la gauche, je vous rappelle que la Bretagne n'est pas inclue dans le territoire franc, même que ce territoire va rester indépendant jusqu'en 1532. En 911, le roi de France Charles V se résigne à abandonner une partie de son territoire à Rollon, Rolf en norvégien. C'est un chef viking qui pillait sans cesse Paris et est venu conquérir la France au nom du Danemark. Donc, cette province va devenir le duché de Normandie en 911 et j'insiste là-dessus parce que c'est la terre d'origine de la majorité des pionniers de la Nouvelle-France, bref, de la nation québécoise. Et la Normandie va être rattachée officiellement au Royaume de France en l'an 1204, annexée sous la pression militaire du roi Philippe Auguste. Vous pouvez voir d'ailleurs en bas le drapeau de Falaise, c'est le lieu de naissance de Guillaume le Bâtard, qui va donner Guillaume le Conquérant. Et vous pouvez remarquer sur le drapeau les lions et les couleurs rouge et jaune qu'on aperçoit encore aujourd'hui sur les armoiries britanniques et par la suite sur les armoiries du Québec à une certaine époque. Par exemple, qu'est-ce que les Vikings ont apporté à la langue française? Eh bien, c'est surtout des vocabulaires de la pêche ou du milieu maritime, des mots comme abordage, carlingue, cinglé, étrave, flotter, girouette, harpon, iceberg, mât, quille, sonde, tanguay, vague, et dans les fruits de mer, le crabe, le homard, le mot lieu, marsouin, narval et turbo. Donc, c'est des mots qui nous sont hérités justement du vieux norvégien, le vieux norrois. On peut voir ici la zone d'influence de l'Islande en haut à gauche jusqu'en Normandie, qui est la partie en vert. Exaspérés par la faiblesse des derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de Francie occidentale offrent la couronne royale en 987 au meilleur d'entre eux, le comte de Paris, Hugues Capet. Il avait été sur le front pour défendre la capitale contre les invasions vikings. Et donc, élu par acclamation, cet homme de 47 ans devient roi des Francs sous le nom de Hugues Ier et va même laisser son nom à sa dynastie royale, les Capétiens. Il est le premier roi de France à ne pas parler le germanique. Il ne parlait pas le tudesque, mais plutôt le dialecte d'Île-de-France. C'est un dialecte parisien qui est l'ancêtre direct et unique de notre français moderne. Même qu'au 19e siècle, les savants avaient inventé un mot pour désigner ce patois destiné à avaler tous les autres, le francien. S'il y a une date importante aussi qu'on peut retenir, comme certains l'affirment comme une date officielle de naissance de la langue française, c'est le 2 juin 995. L'évêque Aymon de Verdun ouvre un concile et prononce son discours en galice, c'est-à-dire en français. C'est plus du latin ni du roman, c'est une langue spécifique parlée dans la partie nord de la France. Donc, en résumé, il faut concevoir que la langue française est issue du métissage entre un peuple aux origines germaniques, les Francs, avec la langue de l'élite latine héritée de l'Empire romain. Dans la prochaine partie, nous verrons à quelle époque les rois de France vont faire le choix de se faire comprendre dans la langue du peuple. Et ensuite, il va s'agir de comprendre
de quelle manière le roi François Ier et le cardinal de Richelieu vont profondément imposer la langue française dans les institutions académiques pour devenir ainsi la seule langue officielle du Royaume de France. Selon plusieurs experts, l'âge viking prit fin en 1066, avec la défaite des Vikings finlandais en Angleterre au profit de d'autres Vikings, des Norvégiens, qui venaient de la Normandie, où ils habitaient depuis 911, comme on l'a vu. Donc, Guillaume le Conquérant, il passe de bâtard à conquérant, avec ses Normands, en anglais, on dit Northmen, hein, les hommes du Nord. Donc, ils imposent leur langue au sommet de l'État anglais durant près de 500 ans, notamment dans la sphère militaire et dans la cuisine. Donc, le normand fait office de langue officielle légale en Angleterre jusqu'en 1367. Et d'ailleurs, la devise de la monarchie britannique, qui date du début du 15e siècle, est encore en français, « Dieu est mon droit ». Vous avez sûrement déjà entendu parler de la chanson de Roland, qui est une des premières créations littéraires en français. C'est une chanson de geste composée à la fin du 11e siècle, vers 1098. C'est une épopée écrite en anglo-normand au sujet d'une anecdote de guerre du temps de Charlemagne. La chanson de Roland serait le plus ancien texte littéraire rédigé en langue française parvenu jusqu'à nous. Une autre personne importante en littérature, en proto-littérature française, est Chrétien de Troyes, qui est un poète considéré comme le fondateur de la littérature arthurienne, le roi Arthur, en ancien français, et l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Son texte est daté de l'an 1170. C'est écrit en dialecte champenois, donc une forme ancienne du français, qui est très proche du parler d'Île-de-France, qui est devenu la langue de la cour depuis 200 ans déjà à cette époque, et qui va s'imposer sur tous les autres idiomes pour devenir la seule norme. La région de Champagne, à cette époque, est le carrefour de l'Occident, puis il y a aussi la Picardie qui utilise le même langage. Dès la fin du 13e siècle, les ducs de Bretagne renoncent au latin pour les actes administratifs, alors que dans le Royaume de France, 9 actes sur 10 sont encore rédigés dans cette langue. Il faudra attendre 3 siècles pour y légiférer officiellement en français. Bref, la langue française s'est imposée pour légitimer le pouvoir du roi face à l'Église et aux prétentions hégémoniques du Saint-Empire romain germanique. Le dialecte parisien triomphe partout et devient un parler européen. Puisque les marchands se mettent au français, les grands seigneurs sont bien obligés de les suivre s'ils veulent s'assurer de la maîtrise et du contrôle des échanges économiques sur leur territoire. Lorsque Chrétien de Troyes cite la langue françoise, il parle de la langue pratiquée globalement au nord du fleuve la Loire. La France est alors la population la plus nombreuse en Europe. En France, il y a déjà 20 millions d'habitants, alors que l'Allemagne n'en a que 14 millions, l'Italie un peu plus de 8 millions et l'Angleterre à peine 4 millions d'habitants. Il y a une autre institution qui va être très importante pour la suite des choses, c'est la création de l'université, qui concurrence ainsi le droit canon qui était rédigé en latin. La première université est celle de Paris, fondée en 1150, suivie par celle de Toulouse en 1229 et de Montpellier en 1289. Les femmes en sont exclues, malheureusement, mais en Italie, elles brillent comme étudiantes et professeurs. À droite, je vous ai mis un extrait du texte de Chrétien de Troyes, mais mes qualités d'ancien français ne sont pas assez bonnes pour vous en faire la lecture exacte. Mais c'est un texte que vous pouvez facilement trouver dans les bibliothèques près de chez vous. Par l'entremise des 8 croisades, le français va devenir l'outil des échanges et du commerce, d'abord à Londres, puis ensuite dans l'Orient proche et dans tous les ports de la Méditerranée. La lingua franca est devenue une langue à vocation internationale dès cette époque. D'ailleurs, la première version du livre de Marco Polo est rédigée en français. Vous savez peut-être aussi que les troubadours vont être assez importants à cette époque. Qui sont les troubadours? Eh bien, comme tous les hommes sont partis faire la guerre pendant les croisades, bien, ce sont les seigneuresses
qui vont reprendre le contrôle du pouvoir politique. Et donc, les troubadours, justement, vont écrire des chansons ou des poèmes à ces femmes, vont tenter de les charmer pour se rapprocher du pouvoir politique. À la fin du 14e siècle, le français commence à être perçu par les théoriciens du pouvoir royal comme langue identitaire du roi et de la France. Au début du 15e siècle, Jeanne d'Arc lève le siège d'Orléans et mène victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises et conduisent le dauphin Charles à son sacre comme roi à Reims en 1429. Et ça va contribuer à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. Vous pouvez voir sur la carte à droite, l'Angleterre avait vraiment pris possession d'une bonne partie de la France et c'était vraiment là, c'était chaud pour la suite des choses, mais heureusement, la France va survivre. Et donc, Charles va devenir Charles VII. Vers 1477, l'imprimerie permet l'accélération de la standardisation et de l'officialisation du français avec les premières inventions orthographiques. Le développement du français se voit dans l'évolution de cette technique. Alors que le pourcentage d'ouvrages imprimés dans cette langue est infime en 1500, 75 ans plus tard, c'est déjà 50% des livres imprimés qui sont en français. Le reste se partage entre les livres latins, allemands, italiens et flamands. C'est à Strasbourg, berceau de l'humanisme, que Johannes Gutenberg va mettre au point son modèle d'impression à caractère mobile lors de son passage de 1434 à 1444. À ce moment, la ville est l'épicentre de la chrétienté dans la mouvance du Concile de Bâle, qui est en quelque sorte le premier congrès européen. Capitale du livre et de la gravure, c'est aussi à Strasbourg qu'est né le premier journal hebdomadaire d'information au monde, La Relation. Je vous ai mis une photo que j'ai prise moi-même du haut de la cathédrale de Strasbourg, magnifique lieu où j'ai eu l'occasion d'aller pour un séjour d'études à l'hiver 2018. Si vous avez l'occasion de passer à Strasbourg, c'est un joyau culturel et architectural. Parce que c'est surtout à la frontière entre la France et l'Allemagne, donc entre le catholicisme et le protestantisme, et donc va fusionner les cultures religieuses. En 1530, va être fondé le Collège royal, le futur Collège de France, et permet à quelques professeurs de continuer à donner leur enseignement en français, la langue littéraire d'Oïl, tandis que les autres continuent à le faire en latin. Il y a certains grammairiens, Ramuse, Robert Étienne, vont faire paraître les premiers dictionnaires latin-français en 1532 et français-latin en 1539. Mais en fait, chose surprenante, les plus vieilles grammaires sur la langue française viennent d'Angleterre. Par exemple, l'éclaircissement de la langue française de Palsgrave en 1530. Une autre date très importante, pour moi, c'est peut-être la plus importante dans l'histoire de la langue française, le 15 août 1539. Donc, 5 ans après avoir envoyé Jacques Cartier découvrir le Canada, Jacques Cartier qu'on voit à droite, c'est le premier Européen à découvrir le fleuve Saint-Laurent. Donc, en 1539, la victoire du français comme langue officielle du Royaume de France est consacrée par François Ier, qui est au pouvoir depuis l'an 1515. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui stipule que désormais, tous les actes administratifs seront passés en français, en langage maternel françois et non autrement. Vous avez d'ailleurs François Ier sur la gauche et au centre une copie de cette fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, dont nous fêterons éventuellement le 500e anniversaire. De 1523 à 1541, le français est instauré dans le culte protestant. À partir de 1550, le français est la langue de l'Église protestante dans tous les pays de langue française. En comparaison, ce n'est que vers 1680 que les catholiques commencent à publier des traductions françaises de la Bible. En l'an 1549, soit 10 ans après la proclamation de François Ier, le poète Joachim du Bellay va publier « Défense et illustration de la langue française ».
Au 16e et 17e siècle, grâce aux efforts des moines bénédictins notamment, on assiste à une élaboration consciente du français, parce que les souverains se voient dans l'obligation de traduire les documents rédigés par leurs ancêtres pour prouver les droits et titres sur les biens et territoires, donc leurs possessions qui ont été transmis par succession. Et à partir du 17e siècle, le latin cesse d'être utilisé dans la littérature, mais reste quand même la langue internationale pour tous les scientifiques en Europe. Un autre personnage très important pour la valorisation du français, c'est le célèbre cardinal de Richelieu, de son vrai nom, Armand Jean Duplessis, qu'on peut voir sur les images à gauche et au centre. Oui, oui, le fameux méchant des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Eh bien, en fait, en plus d'avoir fondé en 1627 la Compagnie des Sans-Associés, qui est responsable de l'envoi de colons français pour peupler la Nouvelle-France sous le régime de Louis XIII. D'ailleurs, Samuel de Champlain est l'un de ses membres, un de ses sans-associés. Eh bien, le cardinal de Richelieu officialise l'Académie française en 1635. Il va commander un dictionnaire, une grammaire et des règles rhétoriques et stylistiques. Il voulait également créer un collège international où l'enseignement serait donné en français, mais sa mort va mettre un terme au projet. À la même époque, vous pouvez voir sur la droite le philosophe René Descartes qui va publier donc en 1637 le discours de la méthode et il paraît que c'est le premier philosophe à choisir cette langue, donc à publier directement en français et on raconte que c'était pour être davantage lu par les femmes. Vous savez qu'il y a environ 10 000 pionniers qui vont venir ici, qui vont partir de la France pour venir fonder la Nouvelle-France dans le nouveau continent, dans le nouveau monde. Et je vous ai mis une carte là, de la provenance des premières vagues de pionniers. Vous pouvez voir que la Normandie et l'Île-de-France forment la majorité du contingent et ce sont justement les régions où qu'on avait le plus, où l'ancien français était le plus implanté. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre cette colonisation et le transfert linguistique qui va s'opérer vers l'Amérique. Donc, notre ancien français, l'accent qu'on va prendre, nous vient là, directement de la capitale et des régions de la nord de la France. D'ailleurs, il y a un débat qui existe encore chez les historiens et les linguistes. Comment parlait Louis XIV à l'époque? Il y a deux possibilités avec sa fameuse phrase, soit qu'il disait « le roi, c'est moi » ou en est « le roi, c'est moi ». Et ce serait peut-être plus la deuxième formulation qui, selon les sources, là, qui serait la bonne. En 1660, justement, Louis XIV officialise le fait que la Nouvelle-France devient la première colonie royale du royaume et l'administration va passer directement sous l'autorité royale parce que les compagnies de colonisation ont plutôt favorisé leur profit et leur enrichissement personnel. Et donc, la colonisation est un échec et c'est pour ça que Louis XIV va reprendre ça en main au nom du gouvernement. On assiste aussi à l'apparition de la grammaire raisonnée de Port-Royal et à ce moment, toute la paysannerie parlait patois, même aux portes de Paris, comme l'atteste Molière. Louis XIV, dit le roi Soleil, pendant son règne personnel de 1663 à sa mort en 1715, par son rôle dominant dans la politique européenne, avec le château de Versailles, il va vraiment imposer tout un modèle de cour qui va être imité en Italie, en Russie, en Allemagne. Et donc, par son rôle, il va imposer le français comme langue de la diplomatie pendant 2 siècles. Il faut attendre 1694 pour que l'Académie française publie la première édition de son dictionnaire. Par la suite, il y a d'autres traductions de grandes œuvres de vulgarisation scientifique qui vont apparaître en français, tels que le physicien et naturaliste Réaumur, l'écrivain et scientifique centenaire Fontenelle, ainsi que l'encyclopédie en 8 volumes du philosophe Denis Diderot et de son ami scientifique Jean Leron, dit d'Alembert. Donc, cette encyclopédie commence à apparaître à partir de 1751.
confirme que la langue française peut être utilisée autant pour favoriser le savoir que pour la science en tant que telle. Ici, je vous ai mis une très belle carte de l'apogée de l'Empire français en Amérique. Donc, on voit que depuis le traité d'Utrecht en 1713, qui avait cédé une partie de l'Acadie, Terre-Neuve et une partie de la baie d'Hudson à l'Angleterre, on voit quand même que que la Nouvelle-France était bien implantée de la Louisiane jusqu'au Labrador et même jusqu'à l'ouest, assez loin, pratiquement jusqu'aux Rocheuses. D'ailleurs, c'est des Français qui vont découvrir les Rocheuses pour la première fois. Évidemment, un territoire aussi grand ne peut pas être peuplé à sa juste mesure. Donc, à la conquête britannique, en 1760, sur le territoire en bleu, on compte environ 70 000 habitants. En comparaison, dans les 13 colonies à droite, en rouge, ils sont déjà 2 millions d'habitants. Donc, évidemment, par la force du nombre, c'était pour la Nouvelle-France un territoire assez difficile à protéger et à défendre. Entre-temps, il y avait eu en 1714 le traité de Rastatt. Le français se substitue au latin comme langue de la diplomatie en Europe. Mais à cause du traité de Paris en 1763, la France perd son statut de puissance dominante qui lui fait perdre son empire colonial. Le Canada, les Indes, 5 îles des Antilles, le Sénégal et la Louisiane. Il faut attendre 1783 pour que la France recouvre le Sénégal, la Louisiane et 3 Antilles. Après la conquête britannique, la Province of Québec revendique ses droits linguistiques collectifs. Dès 1765, 95 Canadiens adressent une pétition au roi et réclament que la justice soit rendue en français, que les ordres du roi soient promulgués en français et que les Canadiens puissent agir comme jurés et avocats. En réalité, il faut attendre l'Acte de Québec en 1774 pour une reconnaissance officielle par la couronne britannique de la langue française. Vous pouvez voir sur la carte à droite, justement, l'Acte de Québec qui va agrandir considérablement le territoire du Québec d'alors, parce qu'avant, c'était juste concentré autour de la vallée du Saint-Laurent. Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Britanniques avaient très peur qu'on s'allie aux 13 colonies. Donc, c'est pour ça qu'ils ont agrandi le territoire. Vous voyez qu'à cette époque, le Québec inclut les 5 grands lacs sur son territoire. Mais malheureusement, ça va être justement une des raisons de la colère des futurs États-Unis qui vont déclarer leur indépendance 2 ans plus tard et qui va être reconnue officiellement par Londres en 1783. Une autre constitution importante en 1791, l'acte constitutionnel, donc va diviser le Canada en 2 parties, le Bas-Canada, le Québec, et le Haut-Canada, qui serait l'Ontario actuel, comme on peut voir sur la carte. Donc, cet acte constitutionnel de 1791 donne des institutions parlementaires au Québec et on débat assez rapidement à l'Assemblée législative sur le statut de la langue. Le 21 janvier 1793, qui est également connu comme la journée du débat sur les langues, on y décide de tenir le procès-verbal de la Chambre dans les 2 langues, mais sans préséance de l'anglais. Même si 95% de la population est française, seulement 34 députés sur 50 sont de langue française. Quand même, les députés conviennent que tous les textes seront rédigés dans les 2 langues. Pendant ce temps, en Europe, c'est la Révolution française. En juillet 1794, donc le nouveau gouvernement, la Nouvelle République, vient renforcer les décisions de l'Ancien Régime en stipulant qu'aucun acte public ou privé ne pourrait, dans quelque partie du territoire, être écrit autrement qu'en langue française. C'est notamment sous l'influence de l'abbé Henri-Baptiste Grégoire qu'on commence là-bas à faire la guerre aux différents patois. Il y en a plus d'une trentaine. Le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon
le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l'auvergnat, le poitevin, le limousin, le provençal, le languedocien, le vélayen, le catalan, le béarnais, le basque, le rouergat et le gascon. Pourquoi? Pourquoi interdire ce patois? Bien parce que l'unité du langage permettait ainsi de sceller l'unité nationale de la nation française qui venait de naître avec la Révolution. Du côté spirituel, le premier concile de l'Église gallicane introduit le français dans l'administration de ses sacrements en 1797, mais cette réforme fut de courte durée. Pour les catholiques, il fallut attendre le concile de Vatican II dans les années 1960 au 20e siècle, qui a été mis de l'avant par le pape Jean XXIII pour préconiser l'emploi des langues nationales dans la liturgie et qu'ainsi le français devienne la langue du culte. Une petite parenthèse ici sur Napoléon Ier, qui vend la Louisiane aux États-Unis en 1803 pour financer ses guerres en Europe. Eh bien, sous son règne, en plus de rétablir l'esclavage, eh bien, le latin revient en force dans l'enseignement, mais quand même, la plupart des cours vont rester en français, sauf la chirurgie. La révolution romantique du 19e siècle, notamment avec Victor Hugo, va proclamer que tous les mots sont égaux en droit et dignes d'entrer dans la langue littéraire. Seuls quelques discours académiques se font encore en latin à son époque. Je vous ai mis aussi une carte de la Louisiane de l'époque, celle que Napoléon a vendue. C'est quand même impressionnant, hein? Ça représente le tiers du territoire actuel des États-Unis. Ici, je vais passer de façon assez brève. Pour ceux qui ont suivi mon cours, vous en avez entendu parler. J'ai aussi publié un livre sur le sujet. Eh bien, en Amérique du Nord, après la répression sanglante de la Révolution canadienne des Patriotes de 1837-38, Londres va imposer l'anglais comme la seule langue officielle par l'acte d'union en 1840. On peut voir sur la carte en haut à droite, justement, le Bas-Canada et le Haut-Canada vont être réunis sous un seul régime politique, une seule union. Et voilà pourquoi l'acte d'union qui avait été suggéré par Lord John Russell, Lord Durham, mais mis en application par Russell. L'usage du français est donc proscrit à partir de 1840. Il fallut attendre quelques années et l'acharnement de députés comme Louis-Hippolyte Lafontaine pour reconquérir le droit de s'exprimer dans notre langue au Parlement. Depuis la Confédération de 1867, plusieurs événements politiques ont laissé entendre que la langue française n'était pas la bienvenue. Par la suite, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui va fonder la Confédération en 1867, donc, permet de supprimer les droits des francophones d'un océan à l'autre. Le nouveau régime canadien à Ottawa, alimenté par les mouvements orangistes, qui sont des anticatholiques, n'allait pas se contenter de si peu. Je vous ai mis une petite liste sommaire qui résume brièvement ces interventions ou ces non-interventions. 1864, l'enseignement du français est interdit en Nouvelle-Écosse. 1871, la loi King supprime le français dans l'éducation au Nouveau-Brunswick. 1873, les écoles françaises sont abolies à l'île du Prince-Édouard. En 1885, cette fois, on fait la guerre aux Métis. Le chef métis et francophone Louis Riel, qui est le père du Manitoba, va être pendu avec plusieurs de ses alliés cris. 1890, le français est aboli au Manitoba à titre de langue officielle de la province. 1892, l'Alberta fait de l'anglais la seule langue officielle des débats parlementaires et de l'enseignement. La même année, suppression des écoles françaises et suppression du droit de se défendre en français devant les tribunaux dans les territoires du Nord-Ouest. 1902, le français fait l'objet d'une première interdiction en tant que langue d'enseignement dans les écoles, alors que la Saskatchewan, qui était encore sous juridiction fédérale, mais quand même en 1918, le gouvernement provincial va continuer dans la même lignée. 1909, le français est interdit dans l'enseignement en Alberta et en Saskatchewan. 1912, sans doute la partie la plus connue de cette histoire, le gouvernement de l'Ontario lance une directive appelée le Règlement 17 qui limite l'éducation en langue française seulement aux 2 premières années d'école primaire.
Si la crise des écoles ontariennes se résorbe en 1921, c'est quand même seulement en 1927 que le règlement 17 devient inopérant. Et finalement, c'est seulement en 1944 que le règlement 17 est abrogé officiellement. Puis là, je vous épargne aussi, tantôt je vous ai parlé des orangistes, qui est un mouvement venu d'Irlande qui était anti-catholique, mais il faut aussi dire qu'il existait le mouvement du Ku Klux Klan au Canada, un mouvement très, très fort. D'ailleurs, la majorité des membres des loges orangistes font partie de ces loges du KKK, qui ne se gênent pas pour s'en prendre aux catholiques et précisément, vous l'aurez compris, aux francophones. Et je termine cette liste en 1931 avec une modification de la loi scolaire en Saskatchewan qui impose l'anglais comme unique langue d'enseignement dans les écoles de cette province. Du côté de la France, il faut attendre la loi Jules Ferry en 1882 qui va rendre l'enseignement primaire laïque gratuit et obligatoire pour tous en français. Au secondaire, l'enseignement ne se fait plus en latin, mais cette langue est toujours enseignée, tout comme le grec. Partout, on instaure des programmes pour éradiquer les patois et les dialectes locaux. En 1905, toujours en France, on autorise de soutenir les thèses en français et c'est lors de la Première Guerre mondiale de 14-18, le français appris à l'école primaire va devenir le seul moyen de communication pour les soldats répartis dans les tranchées. Hein, vous imaginez que chacun arrive avec son patois, avec son bagage, avec son langage régional, et donc le français devient, c'est là que ça va commencer à se solidifier par ce contact des soldats. En 1919, par le traité de Versailles, le français perd malheureusement son statut de langue unique de la diplomatie en Europe. À la même époque, au Québec, c'est en 1910, grâce à la loi Lavergne, du nom du député nationaliste Armand Lavergne, que le Québec se dote de sa première loi à caractère linguistique. Le 2 octobre 1922, à Montréal, Douglas Fairbanks et Jacques N. Cartier vont créer la première station radiophonique francophone en Amérique du Nord, CKAC. Un peu plus tard, en 1937, à l'été, on assiste au second congrès de la langue française au Canada, une sorte d'états généraux organisé dans la ville de Québec par la Société du parler français. Puis on organise ça cette année-là pour célébrer les 25 ans du premier congrès qui avait eu lieu en 1912. Les quelques 8000 congressistes qui y participent vont conclure l'exercice par la formulation de 46 vœux, des souhaits, et c'est à cette occasion que Lionel Groulx va prononcer sa célèbre phrase qui va devenir un slogan nationaliste pendant la Révolution tranquille, « Notre État français, nous l'aurons ». Dans les années 60, on va créer notamment le ministère des Affaires culturelles en 1961, donc le français va être de plus en plus important. Et l'Office de la langue française va être fondé au même moment. C'est un organisme gouvernemental qui est chargé de faire la promotion du français au Québec. L'idée est reprise des recommandations de la commission Tremblay, qui avait eu lieu sous Maurice Duplessis en 1953, et va être finalement amenée à terme par le gouvernement libéral de Jean Lesage. À ses débuts, l'OLF cherche à établir une norme pour le français parlé et écrit. Dans un rapport publié en 1964, on définit ainsi la mission de l'OLF. Cap sur le français international, promotion des canadianismes et lutte contre les anglicismes, normalisation de la langue française au Québec et intervention de l'État pour mettre en œuvre une politique globale de la langue qui tiendra compte notamment de l'importance de la motivation socio-économique pour faire du parler français la langue prioritaire au Québec. Bien sûr, c'est la Révolution tranquille. C'est un moment où le mouvement nationaliste décide de reprendre le contrôle de son État pour en faire un instrument politique, celui de la nation québécoise. À la même époque, il va exister aussi le mouvement laïque de langue française,
fondée toujours en 61 par l'écrivain Jacques Godbout et le médecin Jacques Mequet, qui a pour mission la laïcisation relative de la société québécoise. On va fonder également l'Agence universitaire de la francophonie à Montréal, encore en 61, et qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 établissements universitaires sur tous les continents, dans 119 pays. C'est en France, par contre, qu'on va fonder l'Assemblée parlementaire de la francophonie en mai 1967. 28 mars 1969, donc plusieurs personnes protestent pour réclamer la francisation de l'Université McGill à Montréal. Les places disponibles pour les étudiants universitaires au Québec le sont dans des universités de langue anglaise principalement. Et donc, pour essayer de trouver une solution, on va déposer la loi 63, le Bill 63, qui est une loi qui présente comme étant un moyen de promouvoir l'usage de la langue française dans les écoles. Mais en fait, on se retrouve à faire en sorte que les parents ont la liberté de choix de la langue d'enseignement pour leurs enfants. Donc ça va satisfaire personne finalement. Et en 69, il y a même une centaine d'associations québécoises qui vont décider de former le Front commun du Québec français pour orchestrer une semaine complète de manifestations pour empêcher l'adoption de cette loi. Le 31 octobre, 40 000 personnes manifestent contre le projet de loi 63 devant le Parlement. Le 28 novembre, la loi est adoptée tout de même, conséquence directe de la crise qui sévit à Saint-Léonard depuis 2 ans. Puis en fait, la loi ne calme pas du tout la crise, hein? Elle ne fait que l'attiser. En 1972, François-Albert Anger et Mathias Rioux vont fonder le Mouvement Québec français, un organisme sans but lucratif. Ce groupe de pression va être relancé il y a 10 ans, en 2011, sous la présidence de Mario Beaulieu, qui est aujourd'hui député au Bloc québécois, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et vous avez peut-être entendu parler du Mouvement Québec français, ou vous allez en entendre parler prochainement, parce qu'ils étaient aux audiences la semaine dernière pour la réforme, justement, de la langue française. En juillet 1974, donc poussé par la commission Gendron, je crois, qui affirmait que le français était menacé au Québec et qui recommandait d'en faire une langue commune, le Parti libéral du Québec, sous la direction de Robert Bourassa, va adopter la loi 22, qui fait du français la langue officielle du Québec, renforce l'Office de la langue française et adopte aussi des dispositions sur la langue de travail, mais en restreignant l'accès à l'école anglaise en fonction de tests linguistiques qui vont être quand même assez controversés. Dans le bye-bye de fin d'année, notamment, on va rire beaucoup de ces tests linguistiques. Et donc, désirant résoudre l'insatisfaction liée aux politiques linguistiques qui planaient depuis au moins une décennie au Québec, c'est le Parti québécois de René Lévesque qui va faire adopter à majorité, le 26 août 1977, la Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de Loi 101. Elle est adoptée par 54 voix contre 32. Et ceux qui votent contre, c'est principalement des libéraux et des élus du Parti créditiste. D'ailleurs, de l'opposition, seul Fabien Roy va voter avec le PQ. C'est une bataille pour adopter cette loi qui va avoir duré plus de 7 mois. On voit ici en bas à gauche Robert Bourassa, au centre René Lévesque et Camille Lorrain, le docteur et psychiatre Camille Lorrain, qui va être la personne justement, il va bien s'entourer notamment de Guy Rocher, de Fernand Dumont, qui vont l'aider à écrire cette loi. Et loi 101, parce que ça a été la première loi à être déposée par le nouveau gouvernement. On a fondé au Niger en mars 70 l'Agence internationale de la francophonie. En fait, on le souligne encore aujourd'hui par la Journée internationale de la francophonie qui est encore fêtée chaque 20 mars de chaque année. C'est l'ancêtre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais par contre, c'est seulement en 1986 que va s'ouvrir le premier sommet de la francophonie à Paris, au Château de Versailles, en présence de 41 délégations qui représentent 100 millions de francophones à travers les 5 continents.
On y prévoit entre autres la création d'une organisation étatique francophone internationale qui va devenir officiellement l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est basée à Paris et l'année suivante, le deuxième sommet de la francophonie va se tenir à Québec en septembre 1987. 10 ans plus tard, on adopte à Hanoï au Vietnam une première charte de la francophonie. Depuis 20 ans, il existe aussi l'Association internationale des régions francophones qui a été fondée à Lyon en 2002. Et au tournant du millénaire au Québec, on organise les États généraux sur l'avenir de la langue française qui ont été présidés par Gérald Larose. Et ça se fait le 1er octobre 2002, donc ça fera bientôt 20 ans, qu'on renomme l'OLF, créé en 61, l'Office québécois de la langue française, et voilà comment a émergé l'OQLF dans son appellation actuelle. Plus récemment, en mai 2016, une motion a été déposée à l'Assemblée nationale du Québec et je vous la lis, elle va comme suit, que l'Assemblée nationale réaffirme la primauté du français, la langue officielle du Québec, qu'elle réitère que la protection du français est une responsabilité historique et un devoir quotidien du gouvernement du Québec, qu'elle réaffirme le caractère toujours essentiel de la Charte de la langue française, enfin, que l'Assemblée nationale prenne acte du jugement de la Cour d'appel du Québec concernant la langue d'affichage, prononcée en 2015, et qu'elle demande au gouvernement du Québec d'introduire une modification de la Charte à la Charte de la langue française afin d'assurer la nette prédominance du français dans l'affichage commercial au Québec. Malheureusement, cette motion a été rejetée par le Parti libéral du Québec, qui était au pouvoir à cette époque sous la gouverne du docteur Philippe Couillard. Et pour détendre un peu l'atmosphère, avant de conclure, je vous ai mis cette caricature assez drôle, cette dame qui demande « Puis, tes 3 semaines de vacances en France? » Ah, super! On a fait du trekking, du bronzing, du swimming, du couchsurfing, du fooding, du mobbing, du roaming, du touring et un peu de shopping. Évidemment, je crois que le Québec, étant donné qu'on représente seulement 2 des francophones en Amérique du Nord, que les francophones sont seulement 2 bien, c'est sûr que peut-être en étant entouré de 350 millions d'anglophones, ça nous pousse à être un peu plus vigilants que la France et peut-être un peu plus à être puriste sur la non-utilisation d'anglicisme. Vous n'avez sûrement entendu parler, le projet de loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est le 21 septembre dernier qu'a débuté les consultations particulières et les auditions publiques sur ce projet de loi. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire le mémoire qui a été déposé par le MNQ, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, à propos de cette politique de réaffirmation identitaire. Puis même si je conviens avec eux qu'on trouve que le projet de loi ne va pas assez loin, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et je suis entièrement d'accord avec la conclusion des auteurs de ce mémoire. Nous sommes en droit de croire que c'est la responsabilité historique de ce gouvernement nationaliste et autonomiste de renforcer l'identité québécoise, d'en refaire le pôle central de notre culture de convergence et de faire de la survie du peuple québécois sa préoccupation fondamentale. Donc, en conclusion, l'originalité de la langue française, c'est qu'elle a acquis son statut de langue officielle en tout premier lieu et en tout premier lieu de langue de l'administration, bien avant d'être la langue majoritaire. Évidemment, au fil des siècles, le français a su à la fois influencer les autres cultures, mais aussi intégrer à son vocabulaire diverses origines. En Amérique du Nord, elle fait désormais partie intégrante de l'identité de la nation québécoise, non seulement comme pilier de la culture nationale, mais aussi dans la volonté du gouvernement d'en faire la seule langue commune. On parle de culture de convergence, justement que ça devienne le socle commun de la culture québécoise. Et malgré l'extrême codification de la langue, parce qu'on dit que le français est la langue la plus normative du monde, il faut continuer de la défendre, de la faire vivre
et de la propager fièrement pour la suite du monde. Je vous fais quelques suggestions de lecture avant de vous laisser la parole. Tout d'abord, ce livre de Laurent Deutsch, un Français, romanesque, La folle aventure de la langue française. La plupart des informations que je vous ai transmises aujourd'hui viennent de cet ouvrage, vraiment intéressant parce que chaque chapitre est consacré à un siècle, de Clovis à aujourd'hui. Et donc, à chaque siècle, il fait une mise à jour pour nous informer sur quels mots vont être intégrés à la langue française et de quelle culture ils proviennent. Donc, c'est vraiment fascinant et très, très facile à lire. Si vous voulez en savoir davantage sur la langue québécoise, un des plus importants serait le Dictionnaire de la langue québécoise de Léandre Bergeron, qui a été publié en 1980 et qui est toujours pertinent aujourd'hui. Il existe plusieurs ouvrages sur le joual ou sur la langue québécoise, mais s'il y en a un que j'aurais à vous conseiller, c'est celui-là. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus politique, eh bien, les deux derniers ouvrages sauront vous plaire. En 2016, Éric Poirier a publié La Charte de la langue française, ce qu'il reste de la loi 101, 40 ans après son adoption, avec une préface de Guy Rocher. Donc, c'est un juriste qui fait l'analyse justement de tous les procès qui ont été jusqu'en Cour suprême du Canada et quels articles ont été attaqués dans la loi 101, pour quels motifs et est-ce qu'ils ont eu raison de procéder ainsi? Puis il explique assez clairement que finalement, justement, les droits individuels ont primé sur les droits collectifs, ce qui est une erreur pour plusieurs juristes, parce que justement, le fondement de la loi 101, c'était d'instaurer des droits collectifs, ce que veut justement réparer le projet de loi 96. Le dernier livre, plus récent, Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec? Je pense que le titre le dit lui-même sur le contenu de l'ouvrage. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, ce sont des suggestions de lecture très pertinentes. En terminant, si vous voulez en savoir plus sur mes recherches, bien, cet automne, je vais publier un livre avec un collègue sur Omer Héroux, cofondateur du journal Le Devoir. Omer Héroux, grand patriarche du journalisme au Canada français. Il y a plusieurs statistiques que je pourrais vous dire tout à l'heure sur le français qui proviennent justement de ma conclusion de cet ouvrage. Aussi, le 18 novembre prochain, à l'Université du Troisième Âge, j'offre une autre conférence, Brève histoire des symboles et du patrimoine culturel de la nation québécoise. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Et cet hiver aussi va se donner pour une autre fois mon cours Québec, je me souviens, 500 ans d'histoire et de mémoire. Donc, toujours à l'Université du Troisième Âge, vous surveillerez la programmation à venir. Vous pouvez toujours me lire dans la Gazette de la Mauricie. J'ai une chronique d'histoire à chaque 2 mois. Vous pouvez aller voir sur le blog de la Gazette aussi. Il y a tous mes textes en ligne et, ou sur le site de mon éditeur, Les Éditions du Québécois. Donc, je vous remercie beaucoup et pour la prochaine demi-heure, je suis prêt à recevoir vos commentaires et vos questions. Et j'espère que que j'aurai la bonne réponse pour répondre à vos interrogations, s'il y en a. Donc, merci beaucoup à tous et à vous la parole. Jean-François, il y avait M. Thomas, en fait, qui a posé une question dans la discussion tout à l'heure. Oui. En fait, c'est les pères francophones de la Confédération ont-ils tenté de préserver le français? Quelle a été la position de Tassé, de G.E. Cartier et autres? Oui, très bonne question. Effectivement, il y avait quand même très peu de Québécois d'origine dans les pères fondateurs. On parle justement de Georges-Étienne Cartier, qui était un ancien patriote, justement. Je n'ai pas exactement la réponse précise à cette question. Il aurait fallu que je retourne dans les sources de l'époque, mais c'est sûr que dans la mentalité des pères de la Confédération d'origine française, je peux dire, là, de langage
d'origine québécoise, comme on dit aujourd'hui, eh bien, c'est sûr que pour eux, c'était un pacte entre deux peuples fondateurs. Hein, la Confédération de 1867, c'était donc un contrat entre le peuple français et le peuple anglais du Canada. Donc, il y avait une égalité de droits et d'usage. Donc, c'est sûr qu'ils ont été favorables à la défense et à l'utilisation du français au Parlement. Donc, c'est une très bonne question. Je ne peux pas aller plus dans les détails. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce pacte entre deux peuples fondateurs n'a jamais été inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Donc, ça a toujours été comme un mythe, que ce que certains auteurs appellent le mythe des deux peuples fondateurs, qui va être surtout repris par Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, le journal. Mais c'est ça, c'est plus une philosophie ou une idéologie qui n'a jamais eu d'emprise juridique dans la Constitution. On se rappelle qu'Henri Bourassa, au début du 20e siècle, lui, c'était un nationaliste pan-canadien, donc il voulait que tous les Canadiens français puissent justement avoir une égalité en droit avec les anglophones du reste du Canada, d'où l'idée des deux peuples fondateurs. Par contre, par la suite, avec Lionel Groulx, là va naître un nationalisme un peu plus revendicateur pour l'émergence d'un État québécois francophone, hein, que pour lui, pour Lionel Groulx, le Québec, c'est le foyer national des Canadiens français. Donc, c'est pour ça que lui, il limitait un peu plus au territoire. Et pour finir sur cette question-là, en vous rappelant qu'en 1982, Trudeau père va justement introduire la notion du multiculturalisme dans la Constitution canadienne pour briser l'idée qu'il existe deux peuples fondateurs, les Anglais et les Français. Hein? C'est sûr que c'était important de laisser une place au peuple autochtone, mais quand même, le but avoué de Trudeau père, c'était justement de faire du Québec une province comme les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'encore à ce jour, 40 ans plus tard, le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne et qu'il n'existe pas de version française officielle adoptée à Ottawa. Aussi, il y a M. Jocelyn Drolet qui posait également une question. En fait, il trouve la conférence très intéressante et il aimerait savoir quel est l'avenir du français à Montréal, Laval et le reste du Québec. Parfait, merci beaucoup pour votre question. Ça va me permettre de vous présenter quelques... Ça sera pas long. Ça devrait marcher. Voilà. Donc, un peu la situation du français, là, on va commencer au Canada. Vous me parlez plus précisément. Ouais. En 1951, 29% des Canadiens étaient de langue maternelle française, 59% de langue maternelle anglaise et 12% de langue maternelle autre. En 2016, les chiffres sont les suivants. 21% de francophones, 57% d'anglophones et 22% de locuteurs d'autres langues. Puis à l'extérieur du Québec, en fait, il y a seulement 4% de francophones. Puis même qu'on prévoit qu'en 2036, il va en rester seulement 3%. Donc, le poids des francophones hors Québec, selon la langue maternelle, a baissé à chaque recensement canadien depuis 75 ans. Entre 1996 et 2016, leur pourcentage est passé de 4,5 à 3,8. Et s'il y avait 618 000 personnes de langue d'usage française hors Québec il y a 25 ans, elles sont toujours 618 000 au recensement de 2016. Mais pendant la même période, la population de langue anglaise hors Québec a augmenté de plus de 3,5 millions. Donc, non seulement le poids des francophones selon la langue d'usage a chuté fortement, passant ici de 2,9 à 2,3, mais en Ontario, le taux d'anglicisation net des francophones a augmenté de 38 à 41%. Pour finir là-dessus, en 1951, la population de langue française à l'extérieur du Québec a atteint un sommet inégalé de 10%, mais en 2011, cette proportion a chuté à 3,8
et selon les divers scénarios étudiés par Statistique Canada, elle va encore baisser à 2,7 % en 2036. Et là, je vais essayer de trouver une carte ici là, pour vous démontrer la présence du français dans le reste du Canada avant d'essayer de trouver mes chiffres sur le Québec. Et sur la droite, vous avez aussi une carte du bilinguisme au Canada. Donc, même si Trudeau père a instauré en 69 le bilinguisme officiel partout au Canada, bien, vous voyez qu'il y a particulièrement le Québec et surtout le Québec qui est véritablement bilingue. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, nous, on parle beaucoup anglais, mais dans le reste du Canada, ça ne parle pas beaucoup français. Donc, seulement au Québec, le poids du français diminue sans cesse. Il est passé de 83 % en 2001 à 81 % en 2011, un chiffre qui a atteint 80 % en 2016. Même si en 2016, 95 % des Québécois se disent être capables de parler français et que 87 % des Québécois utilisent le français à la maison, le poids démographique de la population maternelle française est passé de 79,9 à 79,1. Il était de 81 % en 1996. Donc, si le français, langue d'usage et comme langue maternelle diminue, l'anglais, lui, se maintient comme langue maternelle et progresse même lentement comme langue d'usage. D'ailleurs, la langue française tend à devenir minoritaire sur l'île de Montréal. Nous approchons d'ailleurs du point de non-retour, c'est-à-dire en bas de la barre des 50 %. Donc, la dualité linguistique canadienne s'estompe pour faire place à une dynamique d'anglicisation. De 1890 à 1965, les nombreuses persécutions scolaires au Canada ont fait que dans toutes les provinces, au moins 3,5 millions de francophones sont maintenant anglicisés. Selon O'Neill Perrier, si les francophones avaient été traités en égaux depuis la conquête de 1760, on serait aujourd'hui 15 millions d'un océan à l'autre, plutôt que seulement 9 millions, et le visage du Canada serait tout autre. Donc, pour finir là-dessus, plus précisément, les Québécois de langue française représentaient 31 % de la population canadienne en 1901. Un demi-siècle plus tard, ils étaient encore environ 29 %. En 2006, ils n'étaient plus que 22 %, représentant 90 % des locuteurs francophones au Canada. Et donc, certains n'hésitent pas à accuser le gouvernement fédéral de laisser les provinces anglophones perpétrer un ethnocide en douce des Acadiens et des Franco-Canadiens minoritaires. Je n'ai pas de chiffres plus particulièrement sur l'île de Montréal. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, je vous invite vraiment à lire le livre de Frédéric Lacroix, qui, lui, passe un peu plus en détail, notamment au niveau de la langue d'enseignement, toutes les ressources qui sont monopolisées par les universités anglophones aussi, qui ne représentent pas le véritable poids de la minorité britannique, d'origine britannique, qui serait supposé être de 8 %, mais qui monopolise presque 50 % des budgets de l'éducation postsecondaire à Montréal. Merci Jean-François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierrette Laterreur. Bonjour Madame Laterreur, allez-y. Oui, bien, ce qui me vient à l'idée, c'est que je voudrais savoir ce que pense M. Veilleux du projet de loi qu'avait soumis Mme Mélanie Joly, je pense que c'est il y a quelques semaines ou mois, là, avant la dissolution du Parlement fédéral. Oui, effectivement, ils ont déposé un projet de loi quelques semaines seulement avant la tenue des élections. Rapidement, j'aurais le goût de dire trop peu, trop tard. Hein? Il faut rappeler que le gouvernement libéral était en poste depuis 2015. Alors, pourquoi avoir attendu 6 ans avant d'agir? C'est sûr que c'est très décevant. Peut-être que c'était une manière électoraliste aussi Il faut quand même souligner le point positif de l'engagement de Mme Joly pour une université francophone en Ontario.
hein, parce que même s'ils sont un demi-million de personnes, ben, il n'y a pas encore d'université unilingue francophone. Donc ça a été un problème beaucoup. Ça fait des années que c'est demandé. Donc, c'est sûr qu'il y a eu quand même beaucoup d'appui et de financement à ce niveau. Mais quand même, là, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour vraiment respecter la loi de 1969, hein, la loi du biculturalisme et du bilinguisme. Si, par exemple, on sait que cette loi, en fait, en 69, a été adoptée parce que le Nouveau-Brunswick venait tout juste de se déclarer une province bilingue. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est la seule province qui est officiellement bilingue, comme le Québec est la seule province officiellement unilingue francophone. Donc ça a un peu poussé Trudeau à agir. Par contre, Moncton, en 2002, est devenue la première ville officiellement bilingue, mais pour Ottawa, qui est la capitale du Canada, ben, on attend toujours. On débat encore à savoir si ça devrait devenir une ville officiellement bilingue. Donc, c'est sûr que pour la capitale d'un pays, ça démontre pas beaucoup d'envergure. Puis, ben, je souhaite au nouveau gouvernement Trudeau d'être un peu plus proactif dans la défense de la langue française et d'exiger que les fonctionnaires, que les juges de la Cour suprême, que tous les représentants de l'autorité maîtrisent cette langue, parce que ce n'est pas à cause qu'ils sont seulement 4% dans une province que les francophones n'ont pas le droit à leurs droits collectifs. Et donc, on va attendre la suite des choses. Et disons que j'ai plus espoir en le projet de loi 96 de M. Legault qu'en la réforme de la langue française au Canada par le régime fédéral. Merci. Jean-François, il y a une question de M. Jean Dion. Peut-on qualifier cela comme étant du racisme systémique à l'égard des francophones? Très intéressant comme question. Oui, on entend un peu plus parler ces temps-ci de cette notion de racisme systémique qui vient des universités états-uniennes. Tout à l'heure, je vous ai parlé des orangistes et du Ku Klux Klan. Eh bien, ces hommes qui faisaient partie de ces mouvements, bien, il y en a plusieurs qui étaient députés, dont plusieurs qui étaient également premiers ministres du Canada ou premiers ministres de leur province dans l'Ouest et en Ontario aussi. Donc, c'est sûr qu'eux, vous savez qu'ils appartenaient au mouvement WASP, White Anglo-Saxon Protestant, WASP. Et donc, c'est sûr que pour eux, tout ce qui était catholique, donc forcément francophone, hein, où les catholiques irlandais aussi ont été ostracisés. Eh bien ça, effectivement, ça a été une politique, on pourrait dire, très raciste, même si la langue française n'est pas nécessairement une race non plus. Le racisme systémique n'est pas non plus une notion qu'on peut appliquer là, mur à mur partout. Par contre, oui, au niveau des Autochtones, il est évident que la loi sur les Indiens, qui est toujours en vigueur, était une loi raciste. Elle l'est toujours. Hein. C'était une loi pour inférioriser les peuples autochtones. Mais c'est vrai que l'acharnement à combattre le français dans les institutions ou dans les langues officielles dans les autres provinces pourrait quand même être attribuable en bonne partie à du racisme systémique. L'idée que le système lui-même tente du mieux possible, hein, en diminuant les heures d'enseignement, en enlevant les droits de se défendre dans sa langue lors d'un procès ou d'avoir la partie française, la traduction d'un contrat qu'on a signé, par exemple. C'est sûr que c'était des manières de nuire volontairement aux francophones du Canada pour favoriser leur assimilation. Merci pour votre question. Il y a également une seconde question de M. Jocelyn Drolet. Comment comprendre que les Français utilisent de plus en plus les anglicismes? Bref, quel est le français de référence?
Ça, c'est une bonne question. J'ai fait quelques voyages en France. J'ai eu 2 séjours d'études là-bas, à Paris également. Euh, Peut-être que je n'appartiens pas assez à la société française là, pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr qu'il y a une bonne influence de l'Angleterre. L'influence de Londres sur la politique française est indéniable. On l'a vu tout à l'heure, là, ça fait déjà 100 ans que le français a été supplanté comme langue officielle de l'Union européenne. Et même que là, l'Angleterre vient de quitter l'Union européenne. Puis on se demande justement pourquoi l'anglais resterait la langue officielle de l'Union européenne alors que les autres pays, justement, l'allemand ou le français sont des langues beaucoup plus utilisées sur le territoire européen que l'anglais. Donc, l'influence de l'Angleterre est indéniable. Et d'une autre part aussi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'affirmation des États-Unis comme puissance politique mondiale. Hein. C'est quand même les États-Unis qui ont prêté de l'argent à tous les pays européens pour se reconstruire. Et par cet état de fait, ils ont réussi à imposer leur domination politique contre le communisme, économique, par le prêt d'argent pour se reconstruire. Et ce qu'on parle de plus en plus, c'est de l'impérialisme culturel. Donc, les États-Unis, depuis les années 50, ont justement partout à travers la planète tenté d'imposer leur musique, leur cinéma. D'ailleurs, même encore en France, je suis convaincu que la majorité des films qui sont présentés ne sont pas des films français, ce sont des films anglo-saxons. Et Québec, on résiste autant qu'on peut, là, mais on n'a pas des bonnes années à chaque fois. Donc, mais pourquoi expliquer cette attirance de tout traduire en anglais? C'est vraiment une manie, une anglophilie difficilement explicable pour ma part parce que je ne vis pas en France. Quand j'y étais, j'ai remarqué que les Français, quand même, c'est pas eux qui ont le meilleur accent anglais. Hein. Ils ont beaucoup de misère. Ils ont une attirance vers la langue anglaise, mais ils n'ont pas la naturalité que nous, on a, vu qu'on est dans un empire anglo-saxon et qu'on y est confronté à chaque jour. Hein, qu'on a juste penser à Netflix ou à les autres aux autres plateformes, bien, c'est sûr que nous, peut-être pour nous, c'est plus naturel d'y résister, alors que pour la France, je vous rappelle qu'ils sont près de 70 millions de personnes, hein, alors que le Québec, on est 8,5 millions. Donc, vu qu'ils sont 10 fois plus, peut-être que justement, la menace de l'assimilation est moins présente. Et donc, ça doit clairement avoir une influence là, sur la dynamique des langues ou la dynamique politique. Mais c'est sûr que quand Emmanuel Macron va faire un discours à l'étranger en anglais d'abord, ben on n'est pas dans la bonne voie pour que le français soit respecté comme langue internationale et redevienne une langue politique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez le faire autant de vive voix ou par la discussion. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci Jean-François pour cette conférence très intéressante, justement sur en fait, c'est un peu notre histoire à nous. Donc, vraiment, un grand merci. Ça permet de comprendre aussi certains éléments de ce qui se passe en ce moment, mais en même temps aussi, ça nous permet aussi de conserver aussi cette langue française qui est si belle et qui est à nous. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. La semaine prochaine, il y aura une conférence Alexandra David Néel, exploratrice
et Marie Curie, physicienne, 2 parcours de femmes extraordinaires qui sera proposé par Madame Isabelle Côté, qui est conférencière et formatrice et qui détient une maîtrise en sciences de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Laval. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas. Donc, encore une partie de notre histoire également. Donc, un grand merci de votre présence. C'est Jean-François, il y a quelqu'un qui a marqué effectivement très intéressant. Merci. Donc, vraiment, merci de très présence. Puis, effectivement, comme Jean-François l'a mentionné, il y aura une autre conférence de sa part qui sera Brève histoire des symboles et du patrimoine culturel de la nation québécoise qui aura lieu le 18 novembre. Pour toutes les autres conférences, je vous invite à aller sur le site Internet de l'UTA au www.uqtr.ca/UTA. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre présence. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire un courriel, puis je vous Merci beaucoup. répondrai. Merci. Bien apprécié. Merci. Vraiment intéressant, vraiment. Bonne journée à tout le monde. Bye, bonne journée. Merci. Merci. Quitter. Bon. C'était le fun. Tu m'entends-tu, Jean-François? Oui, je t'entends, Lucie.